Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous pour fêter à la fois cet anniversaire de la RPP et de la HEIP. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant la naissance de cette noble institution. Et je me disais au fond que ce n'était pas tellement différent en termes d'histoire intellectuelle parfois de la naissance de l'École libre des sciences politiques. Le contexte est le même, les hommes et les femmes parfois gravitent entre les deux institutions, donc c'est un peu sur le même terrain que ces deux institutions sont nées pour répondre d'ailleurs aux mêmes besoins, aux mêmes besoins de la société d'alors. Toute institution, qu'elle soit universitaire, d'enseignement supérieur, ne doit pas oublier qu'elle doit rendre des services et répondre à des besoins de la société dans laquelle elle s'épanouit. Trop souvent, les dérives universitaires sont liées au fait que l'université parle à l'université. Et au fond, les deux institutions, Sciences Po, l'HEIP, ce sont des institutions qui n'ont jamais connu, jusqu'à une période récente, pour Sciences Po, ce type de dérive. C'est-à-dire ce nombrilisme, cet autisme qui voit une institution parler à elle-même et parler au tout petit milieu que nous représentons. Alors, pour essayer de comprendre les sciences politiques aujourd'hui, c'était le sujet qui m'avait été suggéré, je vais faire tout de même un petit peu d'histoire pour qu'on cherche à comprendre les originalités, les spécificités du développement. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parlerait plus des sciences politiques. On parle de la science politique. En effet, mais on a longtemps parlé, jusqu'à une période extrêmement récente, des sciences politiques et non de la science politique, ou encore moins dans le milieu professionnel que je représente, les professeurs d'université de sciences politiques, de la sociologie politique. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui, dans le milieu universitaire, ne parlent plus même de sciences politiques. On parle de la sociologie politique, comme si la science politique n'était plus qu'une branche de la sociologie générale, et vous verrez que c'est un des problèmes de la science politique aujourd'hui. Alors revenons un peu au passé, et en particulier à ce qui se passe en France au début du XXe siècle, et ce qui intéressait les hommes qui, au fond, il n'y avait pas de femmes à l'époque, elles viendront plus tard, aux hommes qui ont fondé la science politique, parmi lesquels, vous savez, celui qui est considéré souvent comme le fondateur des sciences politiques en France, à savoir André Siegfried. André Siegfried, qui était professeur, qui était également un grand éditorialiste, en particulier au Figaro, qui a accompagné, au fond, toute l'histoire intellectuelle de Sciences Po, et qui a été l'auteur d'un livre qu'en France, comme à l'étranger, on considère comme étant le premier livre véritablement de sciences politiques, à savoir Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, qui est un livre qui est publié en 1913, et qui vient d'être republié dans les années 2010. Ce qui intéressait des hommes comme Siegfried et comme d'autres, c'était de réunir autour de l'objet politique différentes sciences humaines et sociales. Ils n'avaient aucune envie de s'enfermer dans une seule approche disciplinaire. Ils cherchaient à mieux comprendre la politique, l'objet politique. Et ils le faisaient à partir d'un ensemble de disciplines extrêmement variées, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez, comme nos étudiants à Sciences Po, que vous avez dans les cursus universitaires qui sont les vôtres. À savoir la géographie, Tableau politique de la France de l'Ouest, c'est un livre dans lequel la géographie humaine de Paul Vidal de Lablache est omniprésente. Omniprésente, c'est quand je veux apprendre à mes étudiants à lire des cartes, je ressors les cartes d'André Siegfried de 1913. Et ce n'était pas une époque où on avait de la cartographie automatique, c'était de la cartographie réfléchie. C'est ce que je dis à mes étudiants souvent, méfiez-vous. J'appuie sur le bouton de l'ordinateur et j'ai l'impression que j'ai des cartes intelligentes. Non, pas du tout.
Hein. C'est très important de réfléchir pendant des heures sur quel seuil je veux mesurer, par exemple, l'influence du Rassemblement national. Est-ce que je vais faire, est-ce que je fonctionne aux inscrits ou est-ce que je fonctionne aux exprimés? Là, vous aurez tout à fait une perception différente ensuite. Hein. Est-ce que mon seuil, c'est par décile ou par quintile, etc. Vous voyez, là, on réfléchit sur l'objet politique à partir de la statistique et de la géographie. Donc, la géographie était extrêmement présente, la géographie humaine, hein, pas la géographie. Vous savez qu'il y avait un grand débat dans la géographie à l'époque entre la géographie française et la géographie allemande, entre des hommes comme Paul Vidal de Lablache et Friedrich Hetzel du côté allemand, qui avait une conception de la géographie extrêmement déterministe, elle, qui va fonder ses histoires de l'âme des peuples s'enracinant dans un terroir. Paul Vidal de Lablache, ça n'était pas cela, c'était beaucoup plus, comme André Siegfried, la manière dont les hommes et les femmes occupaient les espaces. Hein. La géographie, donc l'histoire extrêmement importante. Comment peut-on faire de la science politique ou des sciences politiques aujourd'hui sans avoir une solide culture historique, ce que commencent à oublier pas mal de politistes aujourd'hui. Hein. Et je pense en particulier à ce dialogue intellectuel formidable engagé entre André Siegfried, à des années de distance, et Paul Bois, hein, historien de l'université de Nantes, qui a écrit ce petit livre qui est publié en poche, qui pour moi est un des plus grands livres que j'ai jamais lu, qui s'appelle Paysans de l'Ouest, et dans lequel, là, véritablement, il y a un dialogue, hein, vous voyez, on parle entre nous, hein, et on progresse dans la compréhension du phénomène politique. On s'interroge, on s'interpelle, on s'excommunie. Il n'y a pas aucune excommunication intellectuelle. Aujourd'hui, le débat intellectuel, c'est au contraire une espèce de guerre civile. Là, ce n'était pas du tout le cas. Ces hommes, au-delà des décennies, parlaient entre eux, hein, et progressaient entre eux sur la compréhension du phénomène politique. Bien sûr, autre discipline, la sociologie. Mais la sociologie, à l'époque, n'est qu'une discipline parmi d'autres. Elle ne va pas connaître ce phénomène d'imposition du paradigme sociologique qu'on connaît aujourd'hui dans la science politique telle qu'elle est devenue. La psychologie, hein, l'économie, bien sûr, le droit, tout à fait essentiel en France, puisque quand on regarde la naissance de la science politique en France, elle a été portée, après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement par des juristes de droit public. Hein. La science politique vient du droit public, et pendant très longtemps, d'ailleurs, elle était dans les grands concours rattachée au droit public. Et puis, elle va s'autonomiser, et comme toujours, avec l'ardeur du néophyte, on va se poser en s'opposant à ceux qui nous ont formés, à savoir les juristes. Et on va dire, non, faut expliquer que les juristes, c'est véritablement, ce sont des antiquités, et que donc il faut se rallier à ce paradigme novateur qu'est le paradigme de la sociologie de la domination, et j'y reviendrai tout à l'heure. La philosophie et l'histoire des idées aussi. La politique, je vous écoutais, Eric Anceau, je vous écoutais tout à l'heure, j'écoutais notre collègue qui intervenait de Lyon, ce sont aussi des idées, des courants d'idées qui irriguent, nourrissent les hommes. On voit bien dans la manière dont cette RPP naît, les différents courants d'idées qui s'affrontent, se parlent, s'interpellent. C'est ça ce qui fait la matrice de la naissance d'une revue aussi pérenne qu'est la revue politique et parlementaire aujourd'hui. Donc les sciences politiques étaient à l'époque des sciences carrefour. Hein, on parlait très souvent de sciences carrefour. Moi, je trouve ça très bien d'être au carrefour. C'est mon côté gilet jaune. Hein, voilà. Il faut être au carrefour ou au rond-point de plusieurs sciences. Et d'ailleurs, quand Sciences Po naît ou quand la HEIP naît, on parle des sciences politiques. L'école libre des sciences politiques. Hein, non pas l'école libre de la science politique. Hein. On parlera après la guerre, quand se crée cet organisme qui est essentiel pour comprendre Sciences Po, à savoir la Fondation nationale des sciences politiques, qui fait que Sciences Po a un visage public, mais aussi un visage privé au travers de cette fondation. On parle de la Fondation nationale des sciences politiques. Et bien sûr,
ces sciences politiques étaient, et quand je vous écoutais tout à l'heure, certes, il y avait peut-être une préoccupation un peu différente ici que dans l'école libre des sciences politiques, mais enfin, il s'agissait de former des citoyens. Votre frise, là, dans l'entrée, c'est la formation des citoyens dans une république qui existe institutionnellement, mais qui a besoin d'exister culturellement. Donc, il y a cette formation des citoyens, et puis il y a la formation des élites gouvernantes. Sciences Po est entièrement créée là-dessus. Après, en effet, la guerre de 70, voilà, on se dit, les Prussiens, s'ils ont gagné, c'est pas par hasard, quoi. C'est qu'ils avaient des élites extrêmement bien formées et que l'université a échoué. Quand vous lisez Émile Boutmy, d'ailleurs, qui a fréquenté les deux maisons, quand vous lisez Émile Boutmy, c'est une dénonciation extrêmement forte de l'université. Mais extrêmement forte. Je relisais ça récemment, puisqu'on a republié les textes d'Émile Boutmy. J'ai fait une postface et donc j'ai tout relu. Et Émile Boutmy, il n'y va pas avec le dos de la cuillère pour critiquer l'université. L'université, son esprit orné. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Il est extrêmement virulent. Et il dit donc, comme l'université ne remplit pas sa fonction, eh bien, il faut créer des lieux pour remplir cette fonction de formation des élites gouvernantes, que ce soit bien sûr dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Même dans un pays à forte culture étatique, tout ne doit pas se résumer à la formation des élites du public. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis assez longtemps, la majorité de nos étudiants, leur carrière, elles se font dans le privé, non pas dans le public. Et c'est de plus en plus, la tendance est de plus en plus à cette part croissante du privé. Au fond, les sciences politiques vont se développer, au fond, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans cet état d'esprit. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses changent. Les choses changent. La science politique va se développer. Vous savez, on est dans un système universitaire particulier en France. Moi, j'enseigne régulièrement aux États-Unis. Chaque année, voilà, quand vous leur parlez des grandes écoles, les Américains, ils vous regardent avec des gros yeux. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Ils ont les universités de l'Ivy League qui jouent le rôle de grande école. Mais nous, on a les grandes écoles et les universités. Et la science politique va connaître une partition à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, la science politique va continuer à se développer dans les facultés de droit. Facultés de droit et de sciences politiques. Et puis elle va se développer à côté dans les instituts d'études politiques. Et ici, instituts d'études politiques qui sont créés en 1945, l'Institut d'études politiques de Paris qui acquiert un statut public, l'Institut politique de Bordeaux, de Grenoble, de Toulouse, de Strasbourg, de Lyon et d'Alger. Et ensuite, Alger deviendra l'Institut d'études politiques de Aix-en-Provence. Parallèlement à ce développement, vous voyez, un peu bifide, mais qui va prendre un contenu intellectuel, peu à peu. C'est-à-dire que la science politique dans les universités va être de plus en plus différente de la science politique des IEP, des instituts d'études politiques. Les facultés de droit vont d'autre part connaître une évolution puisqu'ils vont reconnaître peu à peu et introduire la science politique de manière systématique dans leur cursus. C'est en 1954 que les facultés de droit introduisent la science politique dans leur cursus. Et à ce moment-là, de grands professeurs de droit public deviennent tout à fait importants et essentiels même pour créer les conditions de l'autonomisation de la science politique. Je pense à des hommes comme bien sûr le doyen Vedel, Georges Vedel, mais il n'est pas seul. Bien sûr Maurice Duverger, que j'espère vous avez lu, Maurice Duverger, des hommes peut-être moins connus, mais qui joueront un rôle tout à fait essentiel, Georges Lavaux. Georges Lavaux, grand spécialiste, en effet, du communisme en France. Vous savez qu'il y a, au fond, une certaine atypie dans les démocraties occidentales dans les années 50. C'est cette force du Parti communiste en France.
Et il s'agissait, vous voyez, la science politique à l'époque interpellait ce qui travaillait nos sociétés, nos systèmes politiques. Ils n'allaient pas travailler sur des objets complètement périphériques. Ils cherchaient à répondre à des questions sociales et politiques essentielles. Et Georges Lavaux s'est attaché toute sa vie à essayer de comprendre le communisme français et pourquoi cette puissance du communisme français, jusqu'à une date récente, hein, c'est en 1978 que les socialistes passent devant les communistes. Mais nous avons vécu toute une 4e République et un début de 5e République avec un communisme qui était la gauche. Et ça nous rappelle certaines choses. Aujourd'hui, la gauche se définit également par son extrême. Hein, c'est une gauche, on parle d'union de la gauche, c'est pas une union de la gauche, c'est une gauche sous influence et les filles, ce qui est assez différent. Hein, donc, c'est lui qui avait inventé en particulier ce concept. Là, on se dit la science politique sert à quelque chose quand un concept tombe dans le domaine public. Hein, la fameuse fonction tribunicienne. Il disait, au fond, à quoi sert le Parti communiste? Eh bien, c'est un tribun de la plèbe, comme dans le Sénat de la Rome antique, où il y avait ce tribun qui traînait dans les ruelles de Rome et qui revenait devant le Sénat pour dire, voilà ce que le petit peuple pense. Et il utilisait cette notion, ce concept, pour dire, ben voilà, dans un système politique, le Parti communiste cherche à faire remonter certaines demandes des catégories populaires vers le système. Il joue le rôle d'un tribun de la plèbe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si ça fait l'objet d'un débat épique dans cette petite discipline, on parle beaucoup de la fonction tribunicienne du RN. Pour essayer de comprendre tout de même ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire un Rassemblement national qui est la première force et de loin politique française, le premier groupe parlementaire et de loin à l'Assemblée nationale, ce qu'on a tendance un peu à oublier. Parce que le nouveau Front populaire, c'est 4 groupes, hein. C'est pas un groupe. Hein. Et donc, pour essayer de comprendre cette notion de fonction tribunicienne, et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants du RN l'ont bien compris, c'est d'être aujourd'hui dans le système un véritable tribun de la plèbe et de faire remonter des préoccupations, des inquiétudes, des demandes de ces catégories populaires, ouvrières et employées vers le système politique, vers le haut. Donc, Georges Lavaux nous a été extrêmement utile, et bien sûr également Jean-Louis Kermon, là aussi, ce sont tous des grands juristes, hein, qui, encore aujourd'hui, quand je cherche à faire lire mes étudiants sur le système politique européen, ben, je leur fais lire Kermon. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et il s'est attaqué, lui, réellement, à ce nouvel objet politique non identifié, vous savez, l'OPNI dont parlait Jacques Delors. Et l'OPNI, vous le comprenez mieux une fois que vous avez lu Jean-Louis Kermon. Hein, on pourrait en citer encore bien d'autres. Donc vous voyez, en effet, ces grands professeurs de droit public ont joué un rôle énorme, à la fois dans l'enseignement, c'était des pédagogues hors pair. Je vous assure qu'écouter Georges Vedel, c'était quelque chose. Hein. Voilà, c'était quelque chose. Et aujourd'hui, parfois, on n'a pas... J'entendais parler tout à l'heure de l'art oratoire. Ça se perd, hein, ça se perd, l'art oratoire. Alors, cette science politique, elle va peu à peu s'institutionnaliser, c'est-à-dire, comme toute discipline, quand elle veut peser, elle est obligée de créer ses propres institutions représentatives, afin d'interpeller d'ailleurs les pouvoirs publics, pour créer des postes, créer des laboratoires, etc. Et elle va s'institutionnaliser, elle crée une société savante en 1949, l'Association française de sciences politiques, une revue, bien sûr, la Revue française de sciences politiques, en 1951, et puis un 3e cycle. Ah, on va commencer à produire des thèses, pour être sérieux, pour peser dans le paysage. Et le premier 3e cycle de sciences politiques se crée à Sciences Po, et j'ai été un de ceux, quand j'étais tout jeune étudiant, qui a essuyé les plâtres. J'étais très content d'essuyer les plâtres de ce prestigieux 3e cycle de sciences politiques. Et puis, la cerise sur le gâteau, l'agrégation de sciences politiques en 1972. Cette discipline, en dépit de tout cela, va rester une petite discipline. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. La science politique, on en parle peut-être beaucoup. Pas toujours, d'ailleurs,
pour de bonnes raisons, les scandales de Sciences Po, etc. Ah oui, on s'en passerait volontiers. C'est une petite discipline, puisque aujourd'hui, je regardais ça attentivement avant de venir, c'est environ 500 personnes. Quand vous faites les enseignants et les chercheurs, c'est 500 personnes. Vous voyez, c'est pas beaucoup, à côté de l'histoire, à côté du droit, hein, à côté de la sociologie, c'est rien. Hein, c'est un tout petit peuple, les politistes, puisqu'ils détestent qu'on les appelle politologues. Moi, j'assume complètement, je suis un politologue assumé. Donc, avec ce processus de spécialisation et d'institutionnalisation, la science politique va peu à peu se substituer à ce qu'on appelait les sciences politiques. Elle va peu à peu... Qu'est-ce que c'est que cette science politique aujourd'hui? Ce sont essentiellement 5 domaines, 5 champs. Le premier, c'est la sociologie politique, c'est-à-dire aborder l'analyse de l'objet politique, que ce soit le vote, les partis, les institutions, les processus de politisation, la participation politique, qu'elle soit conventionnelle ou protestataire, l'aborder au travers de la grille de la sociologie, c'est-à-dire de partir à la recherche des facteurs sociaux de tous ces phénomènes politiques. Vous connaissez ça, expliquer le vote par le sexe, par l'âge, par la catégorie socio-professionnelle, par le niveau d'études, etc. Bien. Donc, une sociologie politique, je vais y revenir, qui a un problème, c'est qu'elle peut devenir sociologisme. C'est-à-dire considérer que c'est l'alpha et l'oméga du politique, qu'à la limite, le politique n'a pas d'autonomie. Le politique est entièrement expliqué par ses bases sociales. Hein, et là, la dérive est majeure en France. On considère en effet que le politique, à la limite, ça n'a pas grand intérêt, puisque tout se résume au capital social. Hein, voilà. Et donc, à ce moment-là, en effet, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Hein, regardez ce qui s'est passé en histoire, où Sciences Po avait une grande tradition. Sciences Po a toujours eu 2 grandes traditions intellectuelles. L'analyse du fait électoral, ça décline. Je suis un des derniers représentants. Et puis, l'histoire politique. Eh bien, l'histoire politique, même à Sciences Po, peu à peu, a été remplacée par l'histoire sociale. Alors, c'est intéressant, l'histoire sociale, mais vous voyez, quand on est dans des stratégies d'autonomie, quand on n'est pas fier des traditions intellectuelles, de la propre institution dans laquelle on vit, ça pose un léger problème. Et le malaise des institutions s'explique très souvent qu'elles n'ont plus l'esprit des origines, ou qu'elles ne savent plus d'où elles viennent. Et donc, elles ne savent plus où elles vont. Hein, elles ne savent plus où elles vont. C'est un des éléments de la crise que l'institution dont je suis fier, auquel je suis très content d'appartenir, mais c'est une des raisons du malaise de notre institution. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est la gestion et les politiques publiques, hein, public policies, hein, l'analyse des politiques publiques, mais qui est devenue presque un champ complètement à part, avec son propre langage, ses propres concepts et assez peu de dialogue avec les autres branches de la science politique. Et très souvent, on ne voit pas très bien, je suis peut-être un peu sévère, ce que ce sous-champ apporte par rapport, j'allais dire, à l'expertise traditionnelle des politiques publiques qui existent, hein, au travers d'institutions qui sont d'ailleurs, dans le 9 cas sur 10, des institutions privées et qui font assez bien le travail. Donc, ce champ des politiques publiques. Troisième champ, le champ des institutions et des relations internationales, qui a été pendant très longtemps, à l'époque des sciences politiques, un champ tout à fait majeur, avec des hommes, par exemple, à Sciences Po, comme M. Durossel. Il y avait là des hommes qui apportaient beaucoup à l'analyse du système international, des relations internationales. Il faut bien reconnaître, quand vous regardez l'évolution, c'est assez paradoxal, parce que plus il y a eu de globalisation, moins le champ des relations internationales a été important. C'est un vrai paradoxe.
Ça s'explique aussi un peu intellectuellement par le fait que la globalisation a mis à mal beaucoup d'institutions internationales classiques. Et que donc il faut penser certainement les relations internationales aujourd'hui de manière extrêmement différente de la manière dont on les pensait dans l'immédiate après-guerre ou dans les années 50 et 60. Un des hommes qui est intéressant pour cela, c'est Bertrand Badi, qui est un de mes amis et collègues, avec lequel j'ai passé l'agrégation, et qui est, voilà, qu'on partage ou non ces options, qui parfois sont des options plus politiques qu'intellectuelles, mais on est tous là-dedans. Voilà. Bertrand Badi est un homme tout à fait intéressant pour penser, au fond, les nouvelles modalités des relations internationales aujourd'hui et la relative désétatisation des relations internationales. Il analyse parfois, et c'est très intéressant, le rôle d'acteurs non étatiques dans les relations internationales. Par exemple, comme les églises ou l'église évangélique en Amérique latine, etc. Et là, il apporte beaucoup, mais au-delà de Bertrand, voilà, c'est un secteur qui est beaucoup trop faible quand on compare, j'allais dire, à ce qui se passe dans des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et bien sûr les États-Unis. Quatrième champ, alors là, qui a besoin d'être réanimé, d'être mis sous la tente de réanimation, c'est l'histoire des idées et de la pensée politique. Là, la perte en ligne est absolument gigantesque. La France avait de grands historiens des idées politiques. À Sciences Po, souvenez-vous d'hommes comme Jean Touchard, qui a joué un rôle tout à fait essentiel, et de ses livres que je fais lire encore aujourd'hui sur le gaullisme, sur la gauche depuis 1900, son manuel d'histoire des idées politiques. Je veux dire, tout ça n'a pas beaucoup vieilli quand vous lisez ça aujourd'hui. Mais Jean Touchard a disparu. Pensez à des hommes comme Alfred Grosser, Gérard Grimbert pour l'analyse de la gauche française, François Gogel, grand analyste du gaullisme, Jean Charlot. Bon, tout ça, ces hommes ont disparu aujourd'hui. Et c'était des hommes tout à fait importants qui portaient le meilleur héritage de Sciences Po, qui parfois l'incarnaient jusqu'au bout. Vous savez que Sciences Po a été créé avant tout par la bourgeoisie protestante, qui connaissait mieux les Prussiens que d'autres. Et que François Gogel était directement issu de cette grande bourgeoisie protestante, tripalement attachée à la République. Donc cette science politique va apporter beaucoup à la compréhension de la Ve République. Et dans le petit livre que je viens de publier, qui s'appelle Le goût de la politique, je rends hommage à tous ces politologues qui ne parlaient pas simplement au tout petit milieu universitaire, qui parlaient à la société française, qui donnaient à l'opinion publique les moyens de comprendre le monde politique dans lequel nous évoluons au quotidien. La science politique doit garder cet objectif, doit garder cette mission que vous affichez, et vous avez bien raison, de formation des citoyens. Pas d'influence sur les citoyens. Il s'agit de dire aux citoyens de leur donner quelques grilles de lecture. Et ensuite, chacun, bien sûr, dans sa liberté de citoyen, va choisir le vote qu'il veut, les modes d'engagement qu'il veut, etc. Mais les gens n'ont plus jamais besoin, vraiment, ils ont un besoin éperdu de grilles de lecture du monde. Surtout à l'époque où le monde devient de plus en plus complexe, nationalement et internationalement. Il suffit, voyons, on le voit, vous faites une conférence n'importe où, dans des territoires, parfois là je vais partir cet après-midi dans le Lot, et puis après-demain je serai à Perpignan, je vous assure, mais il y a, je sais pas, 200 personnes qui viennent écouter des choses un peu arides parfois. Vous voyez, pourquoi le Rassemblement national connaît... vous habitez les Pyrénées-Orientales, le Rassemblement national, c'est le parti dominant. Vous habitez le Lot, terre de très vieille culture républicaine.
voilà, les Lotois, les paysans lotois, les élites lotoises sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe dans leur département. Hein, ils voient apparaître des phénomènes politiques tout à fait nouveaux, et les filles, le RN, vous voyez, pour le lotois républicain moyen, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ce grand déménagement? Et si vous n'apportez pas des grilles pour essayer de comprendre ce grand déménagement, vous augmentez l'angoisse, vous augmentez le pessimisme, et la peur en particulier. Dieu sait si les Français ont peur. Aujourd'hui, je ne voudrais pas jouer mon Jiquel de bazar, hein, mais vous savez, Jiquel, qui au journal de 20 heures avait dit « La France a peur » à la suite d'un crime particulièrement odieux. Hein, oui, bah aujourd'hui, la France a peur. Mais la France a peur aussi parce que elle a l'impression de ne plus rien y comprendre. Et je vous assure que la dernière dissolution a été véritablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que là, les gens n'y ont vraiment rien compris. À commencer peut-être par celui qui l'a initié. Donc, n'oublions pas, quand nous faisons des sciences politiques ou de la science politique, cette nécessité de s'adresser à la société. Alors aujourd'hui, pour m'acheminer vers la conclusion, la science politique est une petite discipline, mais une discipline incroyablement divisée. Incroyablement divisée. C'est d'une violence symbolique, comme dirait Pierre Bourdieu, mais c'est d'une violence peu commune. Vous savez, quand les intellectuels se déchirent, ça saigne. Hein, ça saigne. Parce qu'au fond, je crois qu'il faut avoir une explication sociologique. Comme ils n'ont pas beaucoup de rétribution matérielle, si vous voulez faire fortune, faites autre chose que le métier d'enseignant ou de chercheur. Les rétributions sont symboliques. Et quand on s'affronte pour les rétributions symboliques, là, c'est saignant. C'est celui qui publie, c'est celui qu'on voit à la télé, c'est celui qui a publié plus de bouquins que moi. Vous voyez, c'est l'atmosphère de la cour d'école que vous avez tous connue, certainement, au long de votre vie, qui continue et avec des stratégies de démarcation absolument incroyables, où ça tire à balles réelles. Heureusement que nos collègues ne sont pas armés, parce que ça serait redoutable. Donc des tensions politiques très fortes, au fond, entre une science politique telle qu'elle se développe à l'université et la science politique telle qu'on cherche, parfois avec difficulté, à la faire vivre dans des lieux comme les nôtres. Sciences Po, la HIP. Il y a des choses, des évolutions préoccupantes. C'est le déclin de l'étude des institutions politiques. Il n'y a plus de véritable pensée de la science politique sur les institutions. Au fond, le terrain a été abandonné aux juristes. Bon, au fond, pourquoi pas? Ils font très bien le boulot. Quand vous les écoutez, là, j'ai vu qu'il y a les livres. Benjamin va peut-être venir, Benjamin Morel, Madame Benzina, etc. Ils font très bien le travail. Pourquoi les politistes le feraient mieux? Non, très bien, ils le font bien. Au fond, cet abandon est une très bonne chose, peut-être. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi la science politique devenue sociologie politique ne s'intéresse de moins en moins aux institutions? C'est pour des raisons idéologiques. C'est, au fond, ce que j'appelle le marxisme attardé. C'est-à-dire qu'on considère en effet que les institutions sont des superstructures. C'est du droit formel. Ça n'a aucun intérêt. C'est un théâtre d'ombre. L'essentiel se passe dans les infrastructures, dans ce que les marxistes appellent les droits réels. Hein, on a vu la pertinence sinistre de cette distinction droit formel, droit réel. Quand on veut que les droits réels l'emportent, il n'y a plus de droit du tout. Ça, le problème est réglé. Disparition des droits formels et des droits réels. Hein, donc, il y a derrière, si vous voulez, même si des collègues seraient en profond désaccord avec moi là-dessus, une variable qui est une variable idéologique. Deuxièmement, le déclin de la philosophie politique, de l'histoire des idées, de la théorie politique. Alors pourquoi ce désintérêt? C'est parce que tout ça est renvoyé dans une perspective extrêmement scientiste de la sociologie. Tout ça est renvoyé dans l'enfer de la normativité. Philosophie, histoire des idées, théorie politique, c'est la normativité.
ça n'a pas de statut scientifique. Voilà, tout est dit, ça n'est pas scientifique. Ce sont des gens qui perdent leur temps, voilà. Mais ça n'a aucun statut scientifique. Là, on est en plein scientisme. Troisièmement, une importance démesurée prise par la sociologie politique, mais qui est devenue un sociologisme, c'est-à-dire une sociologie qui se perçoit comme étant une science objective, répondant au modèle des sciences, et même des sciences exactes. Et là, un certain durkheimisme dévoyé a pu contribuer à cette création d'un véritable scientisme. Pour avoir travaillé depuis 40 ans, j'en parle beaucoup dans mon bouquin, même maintenant j'utilise sciences sociales, j'hésite parfois. Je mets plutôt 3 guillemets. Sciences sociales, ok. À condition qu'on pense bien la spécificité des sciences sociales par rapport aux sciences dures. Nous sommes des sciences molles tout de même, il ne faut pas l'oublier. Et très souvent, il y a une espèce de fascination du modèle des sciences exactes. Je vous assure, pour avoir fait rentrer, lorsque j'étais directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, des spécialistes de sciences exactes dans mon labo, parce que j'en avais tellement assez d'entendre des délires sur les sciences sociales que j'ai engagé un physicien. Alors là, je vais vous dire, ça jette un froid. Là, les modèles des sociologues prennent un coup de vieux. Oui, parce qu'un physicien, il sait ce que c'est. Que la rupture épistémologique, etc. Il sait ce que c'est. Nous, voyez, soyons modestes. Puis après, je leur ai fait rentrer également un biologiste, une biologiste. Donc maintenant, on a au CEVIPOF une biologiste et un physicien. Et quand on commence à délirer sur le scientisme, je les fais venir. Et je les fais parler. J'invite des mathématiciens aussi à venir. Vous voyez ? Et là, voilà, pour penser simplement à la spécificité du métier que nous faisons. Troisième ou quatrième remarque, la faiblesse, mais je vais aller vite puisque j'en ai déjà parlé, des relations internationales en France, qui est tout à fait préoccupante, et des études européennes. Nous sommes un des pays créateurs, fondateurs de l'Union européenne. Or, nous sommes un des pays, quand vous comparez à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, même après le Brexit, à l'Espagne, à l'Italie, nous sommes très en deçà en matière des études européennes de tous ces lieux. En Italie, vous avez l'Institut universitaire européen de Florence, c'est un grand lieu de la réflexion sur l'Union européenne. Où y a-t-il un institut universitaire européen de cette dimension en France? Nulle part. Nulle part. Et ça, c'est tout de même très préoccupant. Cinquième remarque, se développe beaucoup dans la science politique française ce qu'on appelle la sociologie historique du politique. Alors ça, c'est devenu presque une mode intellectuelle, il y a des choses très intéressantes, mais ça montre que, si vous voulez, la sociologie cherche à envahir tous les secteurs, jusqu'à ce secteur, en effet, de l'histoire du politique. S'intéresser historiquement au politique n'a de légitimité que si on s'inscrit dans ce courant de la sociologie historique du politique. Et il y a des choses très intéressantes qui ont été publiées sur, par exemple, la construction de la citoyenneté, des travaux comme ceux d'un politiste qui s'appelle Yves Deloy, et sont tout à fait intéressants. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut repérer les tendances. Alors, aujourd'hui, on fait de la résilience. Des lieux comme les nôtres doivent véritablement être résilients dans un premier temps et faire de la résistance dans un second temps. Pourquoi? Parce que nous sommes face à une pénétration extrêmement forte de courants de recherche sociologique à caractère critique, c'est la sociologie critique qui l'emporte, influencée notamment par un homme que j'ai lu, parce qu'il faut savoir lire tout, les théories sociologiques de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire, il y a dans la science politique française aujourd'hui une hégémonie de l'approche
de Pierre Bourdieu, vous savez, ce sociologue qui insiste beaucoup sur les notions de capital social, d'habitus, qui est une sociologie en fait de la domination. Une sociologie extrêmement critique, qui considère que, au fond, je force un peu le trait, le politique, ça n'existe pas. Le politique n'est qu'un reflet des dominations sociales, culturelles. On comprend tout à partir du moment où on sait quel est votre capital social, quel est votre capital culturel, et le politique n'a pas d'existence. Comme il l'a dit d'ailleurs dans un article extrêmement provoquant, qu'on peut contester, moi j'en ai discuté avec lui, à l'époque où il était encore vivant. Vous savez, l'opinion publique n'existe pas. Ok, mon petit, hein, parlons-en. Hein, l'opinion publique n'existe pas. Parce que pour lui, tout ça, voilà, c'était des artefacts, quoi. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Et dans la discussion, parfois, il cédait un peu, tout de même. Hein, parce que moi, j'aime bien les intellectuels qui manient sans cesse le paradoxe. D'accord, l'opinion publique n'existe pas. C'est du construit social. Comme on dit, tout est construit. OK. Hein, mais il y a des construits qui ont de sacrés efficaces dans la vie politique. La force aujourd'hui du gouvernement Barnier, le fait qu'il n'est pas, il est encore en poste. Vous allez me dire quelques semaines après avoir été nommé, c'est l'opinion publique. Hein. Sa ressource essentielle, c'est l'opinion publique aujourd'hui. Ce ne sont pas ses amis, parce que vous avez vu que ses amis sont les premiers à vouloir le dégommer. Hein. Mais voilà, c'est l'opinion publique. Donc, le gros problème, c'est que faire d'une science politique dans laquelle la politique est un théâtre d'ombre. On ne croit pas sérieusement à l'objet qu'on analyse. Oui, c'est vertigineux même par moments. Moi, quand je suis dans des jurys de thèse, parfois, c'est un vertige qui me saisit. Je me dis, mais c'est de la science politique, ça? Puisque le politique est évanescent. Le politique en tant que tel n'existe pas. Le rôle des leaders politiques, le rôle des courants d'idées politiques, le rôle des credos politiques de chacun, des engagements de chacun, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'est qu'un théâtre d'ombre qui reflète les éternelles lois essentielles de la domination sociale et culturelle. Avant-dernier point, la faible influence. Vous savez, nos disciplines, ce sont des disciplines internationales. Ça n'a aucun intérêt de parler de la science politique purement française. Il y a une histoire dans le monde entier, il y a une sociologie dans le monde entier, il y a une science politique dans le monde entier. Et c'est aux États-Unis, essentiellement, bien sûr, que la science politique, là, vous allez, je vais régulièrement au congrès de l'Association américaine de sciences politiques, mais c'est hallucinant, là. Vous avez, je ne sais pas, 10 000 personnes. Hein, c'est sur 4 jours, il y a un marché, il y a une bourse du travail, des emplois qui circulent. Vous allez dans un congrès de l'Association de sciences politiques, il ne se passe rien là-dessus. Hein, on est entre nous, qu'on se connaît tous, etc. Bon. Et là, il y a une très faible influence tout de même. Nous sommes très franco-français. Ce n'est pas le seul domaine. Hein, mais il y a une très faible influence des problématiques de la science politique américaine. Vous voyez, la science politique américaine, sous l'impact de la réflexion économique, a développé beaucoup les théories du choix rationnel, hein, le rational choice. En France, c'est inexistant. Inexistant. Et c'est intéressant, le choix rationnel. Il ne faut pas en faire un paradigme dominant. Mais c'est très intéressant d'essayer de saisir la manière dont le choix rationnel est à l'œuvre chez les citoyens, chez les gouvernants, etc. C'est tout de même intéressant. Nous ne sommes pas simplement les jouets de nos enracinements sociaux. On a tout de même une certaine liberté personnelle qui nous permet d'avoir une rationalité. Certes, elle est limitée, mais elle ne trouve pas sa logique de fonctionnement uniquement dans les systèmes sociaux et culturels auxquels on appartient. Donc, le choix rationnel. Les grandes enquêtes comparatives. Les Américains, ils font énormément de grandes enquêtes comparatives. C'est-à-dire, on prend d'énormes échantillons et puis on interroge à partir des mêmes questions les gens dans une quarantaine de pays. Vous avez, par exemple, si un jour ça vous intéresse, parce que c'est passionnant, une grande enquête qui s'appelle European Value Survey, qui est une enquête qui est faite régulièrement, tous les 5-6 ans, dans l'ensemble des pays européens, avec les mêmes questions pour saisir quelque chose d'essentiel. Comment évoluent nos systèmes de valeurs dans les grandes démocraties européennes aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ont en
tête et comment ça bouge. Hein? Et vous avez, par exemple, la mise au jour, pour les gens qui voudraient s'y intéresser éventuellement, d'un double phénomène extrêmement intéressant, qui est à la fois la poussée très forte dans toutes les populations de ce qu'on pourrait appeler le libéralisme culturel, c'est-à-dire nos sociétés sont de plus en plus des sociétés d'individus qui veulent préserver leurs libertés individuelles. Libertés individuelles en matière de choix du conjoint, en matière de comportement sexuel, en matière... Voilà. Ça, c'est un phénomène, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, c'est un phénomène quasi universel dans tous les pays. Les degrés sont différents. Ce n'est pas la même chose dans le sud de l'Italie et le sud de l'Espagne qu'en Suède. Ça, d'accord. Mais le mouvement est le même en Espagne, en Italie, en Suède, en Belgique et en France. Mais en même temps, il y a une demande d'ordre public. Et les mêmes individus, et ça n'est pas contradictoire, plus vous êtes dans une société d'individus qui veut promouvoir les valeurs des individus en tant que tels, le libre choix de tous nos comportements, plus vous vous dites, réguler une communauté, ça devient de plus en plus impossible. Comment gérer une société d'individus libres qui font des choix différents, qui demandent à ce que la puissance publique respecte tous ces choix et prenne en compte tous ces choix? Eh bien, les gens se disent, ils ne sont pas idiots. Réguler la chose publique, réguler l'espace public est de plus en plus difficile. Donc, en même temps, les mêmes individus ont une demande d'autorité, ont une demande d'ordre public, ont une demande de régulation. Hein? C'est pour ça que beaucoup de commentaires un peu rapides et naïfs, qui consistent à dire, par exemple, prenons des choses très concrètes, Retailleau, c'est le conservatisme vendéen, il est complètement à côté de la plaque. N'allons pas trop vite. Retailleau, il répond à ça. Il répond à la demande d'ordre public. C'est d'autant plus facile qu'il est ministre de l'Intérieur. On mettrait difficilement Madame Tondelier au ministère de l'Intérieur. Vous voyez, bon. Donc, voilà, mais il répond à ça. Et dans le gouvernement, il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'il y a l'autre aspect. Il ne faut pas que ça paraisse comme attentatoire au développement des droits individuels. Hein? Mais un gouvernement bien informé, qui lit les choses importantes, qui comprend la manière dont la société bouge, doit bien avoir en tête ces deux préoccupations fondamentales qui sont issues des grandes enquêtes comparatives que font nos amis anglo-saxons très souvent et dans lesquelles on est, hélas, trop sous-représenté. Pour conclure, donc, je dirais que si la science politique veut encore servir à quelque chose, elle doit redécouvrir le fait de l'autonomie des phénomènes politiques. Oui, ça vaut le coup de s'intéresser à la politique en tant que telle. La politique s'explique aussi par des facteurs politiques et pas simplement par des facteurs sociaux et culturels. Il n'y a pas une hétéronomie du politique. Il y a une réelle autonomie du politique. Hein? Et je crois qu'un des grands axes de résistance intellectuelle à ce qui se passe, c'est de réhabiliter la nécessité dans l'histoire politique, dans la science politique, dans la sociologie. Il y a des sociologues qui prennent ça tout à fait en compte aujourd'hui, hein, même s'ils sont très minoritaires en France. Hein. Dans la géographie, de reprendre en compte dans la psychologie politique, qui se développe beaucoup. Hein, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur ce qu'on appelle le citoyen sentimental. Bah oui, quand il y a une grande crise des idéologies, avec quoi fonctionne-t-on? Bah, on fonctionne avec nos affects. Donc il faut peut-être analyser très sérieusement, scientifiquement, hein, ce système d'affect qui guide de plus en plus nos choix, hein, en matière politique. Donc, il faut que tous ces travaux extrêmement intéressants redécouvrent le fait que la politique, oui, ça existe, et ça mérite, dans des institutions comme la vôtre ou comme à Sciences Po, d'y consacrer de longues et patientes recherches qui ne se contentent pas de renvoyer la balle toujours vers le phénomène de la domination sociale. La domination politique ne trouve pas toute sa raison d'être dans la domination sociale et la domination culturelle. Voilà, merci.
Alors, est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement adressées au professeur Perrineau? Est-ce que parmi vous, quelqu'un voudrait clarifier un point? Je prends note. Il faut en profiter. Alors, parmi les enseignants, éventuellement, est-ce que quelqu'un a envie de clarifier un point? Un, deux, trois, oui, marche bien. Question très prosaïque. Hein. Voilà, allez-y. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que les silences qui sont problématiques. Arnaud. Merci en tout cas pour cet exposé tout à fait exhaustif. Mais finalement, je veux dire, ces conflits à l'intérieur du champ de la science politique, vous qui avez un regard international justement, parce que vous nous avez dit que vous enseignez aux États-Unis, est-ce que vous considérez que c'est une singularité, une exception française, cette conflictualité au sein même du champ de la science politique, ou est-ce que c'est une conflictualité qu'on peut retrouver un peu dans d'autres pays? Non, c'est une singularité française. C'est une singularité française qui est due, vous savez, on parle, et on parle beaucoup à juste titre, de la difficulté française, de l'absence de la culture du compromis en France. Au plan politique, c'est évident. Regardez comment aujourd'hui la politique est pensée sur le terrain de ce qu'on appelle, nous, la politisation négative. Les Français savent très bien ce qu'ils rejettent, ils sont incapables de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et si le gouvernement tombe, ça sera une majorité négative, incapable de déboucher sur une majorité positive. Et les filles et le RN, je ne vois pas très bien, ils peuvent faire tomber un gouvernement, mais ensuite, ils ne peuvent pas gouverner. Bien. Bon. C'est la même chose dans le champ intellectuel. Dans le champ intellectuel, on est habitué, depuis extrêmement longtemps, à des combats extrêmement virulents. Hein. Souvenez-vous du débat Sartre-Aron. Hein. Il n'y avait pas de débat, c'était de l'insulte. Moi, j'ai été obligé, le débat dégénérant, à un moment, oui, j'ai mis recevant des insultes. Moi, je viens répondre à un débat vif, disant tu ne dis que des bêtises, Perrineau. Ça, je veux bien, mais qu'on me le démontre. Hein. Mais comme ça a tourné sur le terrain, un jeune collègue, un peu fragile, m'a insulté, véritablement, ne s'est pas excusé, j'ai mis ça devant la justice. La discipline a pris fait et cause pour le jeune contre moi, en disant mais Pascal Perrineau, c'est la dérive américaine, mais le débat intellectuel sur le terrain judiciaire. Mais je leur ai dit attendez, le débat intellectuel, quand on me traite de prince des cons, je crois que c'était le terme. Bon, voilà, vous dites où est le débat intellectuel? Voilà, on peut décortiquer la notion de prince et la notion de con. Bon, d'accord, on peut en débattre. Mais enfin, vous voyez, et là, vous vous dites, il y a quelque chose de pourri au royaume de la science politique. Hein, nous n'arrivons plus à nous parler. Nous n'arrivons plus à nous parler. Ce sont des excommunications, et je crois que ça reflète largement cette absence de culture du compromis et cette virulence qu'il y a eu depuis extrêmement longtemps dans l'université française entre les différents courants. Regardez dans le domaine de l'histoire, entre l'histoire sociale et l'histoire politique, à un moment, ça dégénérait. Alors que c'est passionnant, ce dialogue entre histoire sociale et histoire politique. Mais c'est un monde où on se pose en s'opposant. Voilà. Hein, et c'est une caractéristique, au fond. Le sociologue génial qui était Michel Crozier l'a très bien compris. Dans les œuvres de Michel Crozier, il démontre très bien comment... voilà, on est tout sauf dans un pays habitué à la culture du compromis. C'est quelque chose qui nous est culturellement, de manière extrêmement profonde, très, très étranger. Le ton monte très vite, je regarde dans les échanges intellectuels. Vous voyez ce que je viens de dire. Il y aurait des collègues de sciences politiques devant moi. Ça tournerait dans les questions très vite, au débat très vif. Hein, trop vif. On a beaucoup de mal. On n'a pas la culture de l'adversaire, pour reprendre des catégories autres. Hein. On a la culture schmittienne de l'ennemi.
Et ça, c'est très dangereux. On n'a pas d'adversaire chez nous. Moi, je veux bien avoir des adversaires dans la discipline, des gens qui considèrent que véritablement le phénomène, par exemple, du Rassemblement national, je l'ai mal compris. Je veux bien qu'on me l'explique. Mais pour eux, je ne suis pas un adversaire avec lequel on discute, je suis un ennemi. J'ai expliqué, par exemple, que le Rassemblement national avait, depuis très longtemps, une base profondément ouvrière. Et que dans cette prolétarisation de l'électorat du Front National, il y avait d'anciens électeurs de gauche. Là, j'ai franchi pour 9/10 de mes collègues une barre, une ligne jaune que je ne devais pas franchir. Je ne devais pas dire, je ne devais pas penser, et je ne devais pas démontrer que d'anciens électeurs du RN étaient des électeurs communistes, socialistes. Je ne pouvais pas le dire. Et ils ont passé un temps, mais pas raisonnable, à essayer de démontrer le contraire. En disant, il ne dit que des, voilà, excusez-moi, conneries. Voilà. Vous voyez, vous avancez pas beaucoup comme ça. Vous avez évoqué la figure de Paul Vidal de la Blache, qui est bien connu dans cette école, puisqu'il a enseigné aussi chez notre ancêtre l'école des hautes études sociales. Et vous avez donc évoqué, bien évidemment, l'importance de la géographie. Oui. Comment parvenez-vous à convaincre ou pas vos étudiants et vos collègues de revenir aussi à la géographie? Alors, je passe par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un courant de géographie politique extrêmement dynamique et de géographie quantifiée. Et il y a là un détour qui me permet de réintroduire la géographie dans nos préoccupations. Et un des hommes qui a joué un des rôles essentiels, qui maintenant connaît d'autres destinées, et je le comprends, c'est Michel Bussy. Vous savez, vous connaissez tous l'auteur de Polar, d'ailleurs, que je vous recommande de lire, Michel Bussy. Il faut savoir que Michel Bussy, c'est un géographe. Et c'est un géographe avec lequel moi j'ai beaucoup travaillé, de l'université de Rouen, de Caen, de l'université de Caen, et qui a ensuite, il avait toujours une fibre littéraire, et un jour je lui ai dit, mais il faut, Michel, c'est passionnant ce que tu fais. Et c'est aujourd'hui l'auteur français, je crois, le plus vendu. Mais c'est de qualité. Hein, c'est pas comme Marc Lévy, où là on se dit, bon, c'est un peu rapidement écrit, c'est remarquable. Hein. Et Michel Bussy connaît très bien cette géographie politique. Et par exemple, j'ai travaillé avec lui sur l'électorat du Rassemblement national, et c'est lui qui avait créé la notion de gradient d'urbanité. C'est-à-dire, vous prenez tel ou tel canton, vous regardez quel est le niveau du vote du Rassemblement national, et vous regardez où il est positionné dans le gradient d'urbanité. Qu'est-ce que c'est qu'un gradient d'urbanité? C'est la distance au centre métropolitain le plus proche. Alors vous regardez comment on vote à 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 40 km. Au début, dans les années 80, plus vous étiez au cœur du gradient d'urbanité, plus le vote Le Pen était élevé. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Dans les centres-villes, le RN n'existe pas. Paris, le RN n'existe pas. Hein? Plus, première couronne, ça commence un peu à monter, mais ça reste assez faible. Deuxième couronne, et vous allez dans ce que les géographes appellent le rurbain, Denis Pumin appelle le rurbain, c'est-à-dire ces villages où vous avez l'impression que vous êtes à la campagne, mais pas du tout. Quand vous regardez les enquêtes de l'INSEE, vous apercevez que les habitants sont des ouvriers et des employés, qui sont là parce qu'ils ne peuvent plus être logés dans la première ou la deuxième couronne. Donc ils vont là et tous les jours, ils se font les 40 km d'aller-retour ou des transports dans lesquels ils accumulent un niveau de peur, d'inquiétude phénoménal. Et maintenant, hop, c'est plus vous êtes loin, plus vous votez Madame Le Pen. C'est ce qu'elle a très bien compris dès 2012. Dès 2012, vous savez, on ricanait dans toutes les intellectuels, les ricanait aussi. Oh, elle s'intéresse au prix du fioul. Mon Dieu, que c'est vulgaire. Mais je leur disais, mais écoutez, vous êtes con, vous êtes sots. Hein. Parce que le prix du fioul, c'est essentiel pour ces gens-là. Ils sont à 40 km de leur lieu de travail et qui dépensent énormément en carburant. Parfois, ils ont 2 voitures parce que le mari et la femme ne travaillent pas au même endroit. Donc, c'est des frais littéralement gigantesques. Et elle avait très bien pigé ça. Hein. Et maintenant, c'est entièrement articulé autour du gradient d'urbanité. Donc, oui, la géographie, surtout à l'heure où il y a une fracture territoriale, c'est pas la peine, hein, lisez Guy Lui et les autres sur la fracture territoriale, ou Davzy sur la fracture territoriale. À l'heure de la fracture territoriale, on ne peut pas faire sans la géographie.